Bonjour, bienvenue dans 101%, aujourd'hui au sommaire de l'émission Sunset Overdrive, ensuite, ça c'est la critique de jeu, Crunch Time et Metal Missile et Plastic Gun. Mais on commence avec les news, pourquoi je chante, on ne sait pas, ça change. L'espace, ses possibilités infinies, ses étoiles, ses voyages, tout cela est bien beau, mais quand on est un cosmonaute qui vient de perdre son vaisseau pour dériver dans le vide spatial, comme dans Sunburn, c'est un peu désespérant. Une seule solution pour ce capitaine qui a tout perdu, récupérer son équipage dispersé, avant de faire un dernier plongeon au cœur d'une étoile avoisinante et de rejoindre un monde meilleur, de manière propre si possible. Dans les 50 niveaux de ce jeu prévu pour iOS par le studio indé Secret Crush, il va falloir jouer de la gravité, rebondir sur les astéroïdes et récupérer son équipage avant d'en terminer avec la vie. Ah, ça c'est de l'esprit d'équipe. C'est toujours mieux de ne pas se sentir seul lors d'une dernière séance intensive de bronzette. C'est toujours moins brouillon que de se faire déchiqueter par la gravité d'un trou noir par exemple. Si Interstellar ne vous avait pas déjà convaincu, on vous le rappelle, l'espace c'est que du fun. L'un des événements de la dernière BlizzCon, qui s'est déroulé le week-end dernier en Californie, fut l'annonce d'un nouveau jeu, rien que ça. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un FPS par équipe, situé dans un univers original, ce qui constitue une grande première pour Blizzard, jusque-là spécialisé dans la stratégie, le hack and slash et le RPG, qu'il soit massivement multijoueur ou non. Overwatch, qui était jouable sur 600 PC lors de l'événement Blizzard, propose un univers résolument cartoon, avec des personnages au chara-design travaillé et malgré tout un brin japonisant. 12 personnages très différents ont été présentés. Tracer, qui peut dasher à travers le temps grâce à l'habileté Blink, et même remonter le temps sur quelques secondes. Symmetra, elle, qui pose des mines murales et invoque un téléporteur destiné à ses partenaires. Teleporter online. Pharah, un perso offensif équipé d'un lance-roquette et de propulseurs capables de la projeter dans les airs. Hanzo, un samouraï adepte du parcours équipé d'un arc et de flèches faisant office de sonar. Reaper, la mort incarnée avec ses 2 shotguns capables de se transformer en ombre pendant un court laps de temps. Winston, le gorille biomécanique à même de générer un champ de protection et de réaliser des sauts dévastateurs. Torbjorn, le nain techno qui peut passer en mode berserk, créer des tourelles et générer des bonus d'armure. Bastion, le robot à l'oiseau capable de passer en mode siège pour se transformer en tourelle Gatling. Mercy flotte dans les airs et ressuscite ses partenaires. Widowmaker est le sniper du groupe et peut se déplacer dans l'environnement à l'aide d'un grappin. Zenyatta, le robot indien qui manipule les orbes à des fins destructrices ou afin de régénérer la vie d'un allié. Et enfin Reinhardt, le robot au marteau géant qui peut charger ses adversaires et générer un bouclier énergétique. Des personnages hauts en couleur dont nous n'avons cité que quelques compétences. Chacun d'entre eux a une habilité ultime très puissante et la troupe rappelle souvent d'autres persos liés aux jeux vidéo. Hanzo fait ainsi penser à Mitsurugi, Symmetra à Chun-Li, Pharah à Samus et ainsi de suite. Les persos jouables d'Overwatch sont bien entendu liés à une classe, le jeu en proposant 4, offense, défense, tank et support. Les modes de jeu annoncés pour le moment sont Payload, où une équipe tentera de livrer un colis à un endroit précis de la map dans le temps imparti, l'autre tentant de l'en empêcher, et Point Capture, un classique capture du drapeau. La bêta du jeu débutera en 2015. Blizzard promet un jeu très accessible, facile à prendre en main, mais néanmoins profond et bien équilibré. Points sur lesquels on peut lui faire confiance. Il est évident que ce nouveau titre Blizzard intrigue énormément et pourrait venir bousculer quelque peu la scène du FPS multijoueur. D'autant plus que le studio annoncera prochainement de nouvelles classes ainsi que de nouveaux personnages afin d'étoffer un roster déjà très séduisant. Donc comme vous le savez, j'ai un rôle, enfin vous m'avez peut-être pas reconnu, je joue Hervé dans Pourquoi on est là. Non, parce que c'est vrai que j'ai des cheveux dans la série et peut-être que vous savez pas que c'est moi. Alors, les cheveux c'est une perruque, hein, et donc dans la saison 1, enfin non, je suis bête, c'est toujours la saison 1, mais pour nous c'est plusieurs séances de tournage Pourquoi on est là. Et la semaine dernière, on a tourné une nouvelle session de sketch, d'accord ? Et donc je devais revenir avec ma perruque, mes cheveux que j'ai dans les épisodes que vous avez vus. Le problème, c'est que c'est la perruque que j'utilise sur scène pendant mon spectacle. Et le soir où j'ai joué mon spectacle, j'ai oublié de prendre ma perruque pour le tournage de l'émission le mardi qui suivait. Alors je me dis c'est pas grave, tant pis, vu que lundi je vais à l'école de la Cité du Cinéma
on en parle très bientôt, pour faire donner des cours. En rentrant, je ferai un petit détour dans Paris et j'irai récupérer ma perruque. Et donc, à 18h30, je termine mes cours tout en haut de la ligne 13 de Paris et je me dis que je vais à la Nouvelle Scène qui est à côté de Notre-Dame de Paris pour aller récupérer ma perruque. Je prends la ligne 13. Je sors aux Invalides pour prendre le RER-C. Et le RER-C ne fonctionne plus sur toute la partie droite de Paris. Voilà, je me retrouve bloqué et c'est que le début de la merde. On regarde la critique de Sunset Overdrive. Ok, rapidement avant de commencer, petite expérience sociologique. Alors mise en situation. Les potes, ça vous dirait qu'on s'envoie une pure critique trop fraîche avant d'aller grinder au skatepark avec nos patins à roulettes agressifs en ligne? Allez, ça va être trop fun. Après on pourra aller en te-bois pour écouter de la musique dubstep électro jusqu'à 2h du matin. On s'en fout, on boira des boissons énergétiques de sportifs pour tenir le coup. Oh allez quoi, juste une petite critique. C'est cool les critiques, sérieux. Je suis cool moi, je suis swag. Vous le voyez peut-être pas, mais sous ma casquette à l'envers, une partie de mon crâne est rasée. Juste une partie. Parce que je suis cool, je suis comme vous les jeunes. Revenez, allez. Allez, s'il vous plaît, soyez frais. Voilà. Donc on va tous se mettre d'accord sur le fait que normalement, si je tiens ce genre de discours à un groupe de jeunes dans la rue, je finis soit par me faire frapper, soit par me faire embarquer par la police pour tentative de détournement de mineurs. Peut-être même les deux en même temps, notez. C'est bon, on est d'accord? Super, on peut y aller. Vous restez là, assis sur votre cul toute la journée pendant que ce monstre de courage sort dans la ville. Tout ça pour vous satisfaire en vous rapportant tous vos petits trucs de merde qui servent à rien du tout. Le cool, c'est quelque chose de spontané. Un jour, on se réveille et sans trop savoir pourquoi, on l'est. Le lendemain, on l'est peut-être plus. Ça peut tenir à rien. Parce que le cool est fuyant aussi. Il l'est tellement que généralement, si on essaye d'être cool, on peut être à peu près sûr qu'on ne l'est pas. Et c'est précisément ce dans quoi se vautre complètement Sunset Overdrive d'un bout à l'autre de son aventure. Ça m'a oublié un truc. Si vous l'aidez pas, je vous expédie tous dans la rue faire des selfies avec les mutants. Moi, je suis partant. Allez, on se met au boulot. Trop cool. On peut s'en douter dès l'introduction, qui multiplie les effets de mise en scène déjà abandonnés depuis longtemps par ceux qui les ont inventés. Ces onomatopées affichées façon BD, ces poses avec effets ancrage pop art et description ironique, ce quatrième mur torpillé à grands coups de bélier. Ça aurait pu être drôle, ça aurait pu être original, mais c'est tellement évident et premier degré que cette espèce de soupe Edgar Wright, Borderlands, 9gag est simplement indigeste. Retrouve-moi au parc pour pique-niquer. Kikou, lol. Et ça ne s'arrange certainement pas quand on apprend lors d'un flashback que ces mutants qu'on a dégommés durant l'intro prennent racine dans une espèce de soirée dubstep complètement improbable. Une soirée durant laquelle on a distribué une boisson énergétique trop cool qui a provoqué une mutation généralisée. Parce que figurez-vous que sa recette, et on cite le texte là, n'a pas été validée par le gouvernement. Autant dire qu'on s'en fout pas mal en réalité, et qu'il fallait juste une espèce de conglomérat véreux qu'on imagine dirigé par des costards cravates pour contrebalancer toute cette avalanche de coulisme dégueulasse. Un coulisme très bien incarné par le personnage principal, qu'on personnalisera à l'envie tant que ce sera à renfort de coupe de cheveux ironique ou de veston trop décalé. Un personnage principal qui trouvera en cette espèce de pénis métallique baptisé pyrocompensateur la première d'une longue série d'armes maladroitement déconnantes. Un russe blanc dans une main, ton arme dans l'autre. Le cocktail gagnant. Et qu'il utilisera dès lors pour essayer de s'échapper de la ville, en traitant s'il le faut avec différents groupes de survivants tout droit sortis d'un campus américain. Les survivalistes, les rôlistes, les friqués. On les a réunis en bande pour bien qu'on comprenne de qui on se moque à chaque fois, des fois que ça serait pas assez clair. Jures-tu fidélité? Ouais. Par tous les dieux, les chats, les arbres et ta mère. C'est bon, je peux me relever là? Le tout saupoudré d'un ton faussement jeune, faussement cool, mais vraiment lourd quand on nous le martèle avec les commentaires incessants du personnage principal ou de ses alliés. Merci le scab. J'ai adoré te voir voler en l'air comme une poupée de chiffon. Des alliés parmi lesquels on compte Floyd, en qui le studio de doublage français a vu une très bonne opportunité de ressortir sa saveur Eddie Murphy toute périmée. Il y a un mec qui vit dans une sorte d'antenne relais pas loin. Il a des tonnes d'ordinateurs. J'y pensais plus.
En 2014, c'est tout à fait gênant. Comme à peu près tout le reste du cast français qui nous parle toujours trop fort, avec cet air de vouloir nous vendre une boisson très fluo, très sport extrême et très mauvaise pour la santé. Regarde, je souris. Et ça représente malheureusement assez bien tout le problème d'un jeu qui s'évertue à nous convaincre qu'il est cool en maniant un langage complètement ringard. C'est d'autant plus dommage qu'en quelques rares occasions, il parvient à faire mouche et à arracher quelques sourires sincères. Quand il ne se regarde pas faire le mariole, ni n'essaye de nous prouver quoi que ce soit. Ouais, moi aussi j'ai des flingues. Ah ouais. Et qu'est-ce qui me prouve que tu sais t'en servir? On est en Amérique. T'es quand même une sacrée grande gueule, toi. Si Sunset Overdrive se perd complètement quand il s'agit de créer un univers ou de nous raconter une histoire, il est en revanche assez doué en matière de mise en place de gameplay. Le postulat de base est assez simple. On va pulvériser des nuées de mutants, d'humains et de robots avec des armes exubérantes tout en exécutant un maximum d'acrobatie. Par acrobatie, on entend saut immense, mais aussi grind, wall ride ou dash aérien, soit autant de notions plus souvent accolées aux jeux de sport extrême qu'aux third-person shooter. En résulte une maniabilité très simple et très permissive. L'aide à la visée, extrêmement généreuse, ferait hurler n'importe quel puriste de la gâchette dans n'importe quel autre jeu, mais s'avère ici indispensable puisqu'on passe son temps à virevolter dans tous les sens à vive allure. Car il ne s'agit pas uniquement de style. Ces acrobaties sont certes agréables à voir et à exécuter, mais elles sont surtout indispensables. D'abord parce qu'elles font progresser une jauge qui débloque l'accès au rush, c'est-à-dire des compétences spéciales actives ou passives à équiper, mais surtout parce qu'on ne survivra généralement pas longtemps en restant au sol, que ce soit contre les mutants très puissants, les humains et leurs armes à feu ou les robots polyvalents. Apprendre à se déplacer dans Sunset Overdrive, c'est donc apprendre à survivre. Et le jeu a une manière très didactique et fluide de nous le faire comprendre. Par un tutoriel en début de partie évidemment, mais aussi par des boss ou des situations pensées pour apprendre et faire comprendre, ou par une ville au level design exemplaire. Cette ville, qui peine malheureusement à se trouver une personnalité, est bluffante quand il s'agit de nous faire jouer. En plaçant judicieusement ces câbles ou ces rebords sur lesquels on peut grinder, ces murs sur lesquels on peut courir, ces voitures ou ces arbres sur lesquels on peut rebondir, ou même son eau sur laquelle on peut ricocher. En plaçant judicieusement tout ça, la ville nous offre de vrais moments de grâce, lors desquels tout s'enchaîne parfaitement. Et si l'on est tenté dans un premier temps d'utiliser la fonction de déplacement rapide pour rejoindre les donneurs de mission, on préfère vite l'oublier pour finalement être capable de rejoindre n'importe quel endroit en 2 grinds 3 mouvements. Et c'est extrêmement gratifiant, d'autant plus quand quelques ennemis s'invitent et qu'on les dégomme facilement et avec style. En variant les plaisirs grâce au rush et aux overdrive, dont les mécaniques se rapprochent très doucement du principe de build d'un Diablo-like. Tel rush va faire pleuvoir la foudre automatiquement sur les ennemis une fois débloqués. Tel autre va appliquer un effet de feu sur les tirs d'une arme. Tel overdrive va accélérer le remplissage de la barre de style lorsqu'on grind ou que l'on rebondit. Tel autre va augmenter les dégâts infligés aux mutants ou aux robots. Tout ça pousse à expérimenter et finalement, même si l'on passe la plupart du temps à éliminer les mêmes grappes d'ennemis, le jeu se renouvelle de lui-même, à la manière d'un Diablo-like encore une fois. C'est salutaire, et ça permet à Sunset Overdrive d'allier le plaisir immédiat d'un jeu de skate par exemple, au plaisir plus diffus d'un hack and slash. Le fait qu'il tourne de manière assez fluide malgré la rapidité de l'action et le grand nombre d'ennemis rend le tout agréable, et les quelques surprises réservées par certaines missions aident à apporter du neuf. Il s'agira évidemment tout le temps de décimer des hordes d'opposants, mais on le fera parfois sur des montagnes russes, parfois en protégeant un bateau, parfois en défendant une place forte à l'aide de pièges. C'est peut-être pas grand chose, mais ça suffit largement à faire de Sunset Overdrive un jeu tout à fait agréable à jouer, ce qui reste finalement le principal. En solo du moins, le mode multi n'ayant certainement pas ce qu'il faut pour occuper de très longues heures. On pourra très bien s'y amuser quelque temps, mais le jeu n'est pas assez profond pour que l'on ait un véritable intérêt à s'y investir réellement. C'est une sorte de mode multijoueur réflexe comme on en voit trop souvent en fait, qui n'apporte pas grand chose si ce n'est une mention sympa au dos de la jaquette, et qui aurait sûrement gagné à s'effacer au profit d'une aventure solo un peu plus travaillée. Mais que voulez-vous? On est en 2014, et il paraît que le multijoueur, c'est cool. Carrément. Nathan! Il est assez effarant de voir le même jeu faire à la fois preuve d'autant de jugeote quand il s'agit de placer et présenter son gameplay, et d'autant de manque de jugeote quand il s'agit de l'enrober d'un univers ou d'un propos. Si Sunset Overdrive peut s'avérer aussi agréable à jouer que judicieux dans sa manière de se présenter, il devient absolument ridicule dès qu'il sort ses airs d'ado attardé en espérant qu'ils nous feront oublier ses rides.
maintenant, cet endroit va puer l'overdosé du cul. En voulant jouer à fond la carte du cool, il atteint l'exact opposé du cool. Il devient ce papa gênant qui fout la honte à ses gamins en décidant de s'inscrire à un atelier danse urbaine pour pouvoir caler le robot en soirée, et qui demande en 2014 si ça farte en faisant mal le signe de la glisse. Il est gentil ce papa finalement. Il est peut-être même rigolo à ses dépens à quelques occasions. Mais au fond, on imagine tous qu'il se déteste un peu. Donc, je suis obligé de faire demi-tour, parce que là, j'étais déjà dans la partie RER. Donc, je fais demi-tour pour retourner dans la station Invalide et prendre la ligne 8. Je prends la ligne 8 sur quelques stations pour pouvoir prendre la ligne 1. Je sors à Châtelet. Pour les pas parisiens, c'est fou. Mais déjà, imaginez, j'ai pris au moins déjà 3 métros. Je sors à Châtelet parce que je me dis, j'en ai marre et je vais y aller à pied. C'est pas si loin que ça. Et quand je sors, il pleut. Et beaucoup en plus. Et beaucoup. Beaucoup. Heureusement, j'ai juste une capuche et là, j'avance pour aller chercher ma perruque que j'aurais pu prendre le samedi. J'aurais pu, je l'avais sur la tête. Et là, je suis là, dans Paris, avec la pluie qui me tombe dessus. Et en plus, j'ai mis tellement de temps pour arriver. Je suis parti à 18h30. Là, on doit être autour de 19h30. J'en ai un peu plein le cul. Je descends les escaliers. J'arrive devant la nouvelle scène qui est une péniche sur l'eau. Je vois tout est noir. Et en fait, la péniche ferme les lundis. On regarde Crunch Time. Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons un invité spécial qui va nous présenter le métier de directeur artistique musical. Je m'appelle Sylvain Brunet-Chidotal et je travaille chez Ubisoft en tant que directeur artistique son. Ma mission est avant tout de définir et de proposer aux producteurs du jeu et à l'équipe de développement une ligne éditoriale, c'est-à-dire un style musical général que nous allons adopter pour le projet. Une fois celui-ci défini, je recherche le compositeur le plus à même d'être dans ce style musical en faisant faire plusieurs maquettes. J'écris ensuite les briefings par musique pour le compositeur avec des indications de lieu, d'intention, de gameplay et éventuellement de tempo et d'harmonie quand cela s'y prête. Au fur et à mesure de l'avancée des compositions, je les valide avec l'équipe et les fais retravailler si besoin. Quand une musique est validée, le compositeur m'envoie les pistes séparées afin que nous puissions la mixer avec un ingénieur du son et ainsi délivrer un master prêt à être testé et intégré dans le jeu. Dans le cas où la musique est jouée par un orchestre classique, il me faut trouver un lieu et un orchestre qui soient en ligne avec notre budget. Cela va des pays de l'Est aux États-Unis, en passant par l'Angleterre. J'engage alors un copiste qui va se charger de réécrire les partitions pour les différents pupitres de l'orchestre, les bois, les vents, les cordes ou cuivres, et un orchestrateur qui, lui, enrichira les accords suivant les instruments utilisés par le compositeur. La session d'orchestre enregistrée sera ensuite mixée et intégrée dans le jeu. C'est un métier où il faut savoir se réinventer, parfois oublier ses certitudes musicales, mais aussi être déterminé dans ses choix. Je téléphone à la directrice de la nouvelle scène, je lui fais « C'est fermé, mais j'ai une perruque dans la loge, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'ouvrir ?» Et on me fait « Ah bah non, mais on habite tous loin, on n'est pas dans le centre de Paris, c'est pas possible, passe demain matin. » Je fais « Bah oui, mais j'ai un problème, c'est que je tourne à 9h30, alors est-ce que je peux passer genre à 8h ? Oui, je te rappelle !» On me rappelle et on me dit « Ah mais non, la femme de ménage, elle commence à 9h demain. » Je fais « Bah non, à 9h, c'est là où quasiment je commence à tourner, je peux pas. » « Ah, je suis désolé. » Ok. Et là, je me dis, ok, comment je fais ? J'appelle Alex. Il me dit, je me dis, bon, bah, il faudrait que j'ai une autre perruque.
Heureusement, ma copine a des perruques, me demandez pas pourquoi. Ma copine a plusieurs perruques chez elle, donc je l'appelle, je lui dis est-ce que je peux passer, pourquoi j'ai besoin d'une perruque, mais j'ai pas la même perruque, je fais bah tant pis. Et là, j'ai pris une voiture ce coup-là, parce que je me suis dit que j'avais pris vraiment beaucoup de véhicules. Et je me suis dit autant changer. Et donc ce coup-là, j'ai pris une voiture pour aller chez elle. Quand j'arrive chez elle, elle me donne la perruque. Je rentre chez moi en tram, parce qu'il fallait que j'utilise tous les véhicules de Paris sauf le bus. Et là, Kevin a dû changer le scénario de pourquoi on est là, expliquer que Hervé a changé de coupe. On regarde Metal Missile et Plastic Gun. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, de nouveau, une partie supplémentaire de notre cycle Exosquad avec la dernière fois que nous avons vu Kaz Takagi et son Space Exoframe. Il faut bien que les méchants aient de quoi répliquer de leur côté. Donc aujourd'hui, nous allons voir le Neo Fighter Space E-Frame de Strax, donc qui est un Neo Sapien vraiment très très méchant et très très belliqueux. Donc voici notre ami Strax, un Néo-Sapien, dans toute sa splendeur, donc est censé mesurer entre 2 mètres et 2 mètres 20, possède 2 pouces opposables, est génétiquement supérieur à l'être humain, et quand même les gars en face ont des soucis à se faire. Et voici son vaisseau, donc l'équivalent de ce qu'avait Kaz Takagi, ici c'est le Neo Fighter Space E-Frame. Donc comme je l'évoquais à l'émission précédente, ces deux véhicules sont très intéressants à mon sens parce qu'ils présentent des caractéristiques insectoïdes d'insectes volants. Et celui-ci, même si ce n'est pas évident au premier abord, a les caractéristiques d'un moustique. Alors bon, un excellent wingspan, c'est-à-dire une largeur d'aile, hein, comme vous pouvez le constater, il y a quand même de quoi faire. Alors, commençons les nombreuses features. Bien sûr, Exosquad is powered by PowerCell. Donc vous avez ici la PowerCell amovible que vous pouvez enlever pour simuler une quelconque panne ou un quelconque changement de manière à apporter une nouvelle source d'énergie. Voilà. Alors vous l'avez entendu tout à l'heure, les cliquets qui nous assurent une cohésion inégalée du jouet. Et bien sûr, vous vous doutez que ces deux appendices que je suis en train de manipuler sont des missiles, bien sûr. Donc vous pouvez tirer. Voilà, à l'encontre de votre adversaire, tant pis pour lui, il n'avait qu'à pas vous contrarier un jour ou en milieu ou en fin de journée où ça s'est mal passé au boulot, bon bah il se prend un missile dans la tronche et puis c'est tout. Donc voilà, vous avez 2 premiers missiles. Au cas où, au cours du combat, bien sûr, la chasse le veut ainsi, et souvent le chasseur devient le chassé. Ici, tout est prévu, car au miracle, s'élèvent 2 lance-missiles qui ont l'extrême avantage de pouvoir tirer sur l'adversaire sans se retourner. Et là aussi vous pouvez entendre que l'adversaire il en récolte quand même dans sa tronche. Les missiles, il y a vraiment un souci de silhouette de l'engin, un côté aérodynamique quand il est comme ceci, et puis là de montrer vraiment une manifestation de puissance de feu avant la réelle manifestation de puissance de feu, celle qui fait mal. Un autre aspect très intéressant qui est aussi caractéristique d'Exosquad, c'est ce à quoi j'avais fait référence la fois précédente, à savoir l'Active Battle Damage. C'est-à-dire qu'en l'occurrence ici, quand vous avez un autre véhicule Exosquad, vous pouvez tirer des missiles sur celui-ci, et si vous touchez ces parties-là, hop, ça fait sauter les panneaux qui protègent les moteurs. Et donc vous pouvez simuler activement du Battle Damage. Ce qui prononce encore plus sa ressemblance avec un moustique, c'est la possibilité d'atterrissage. Donc ici, bien sûr, vous avez des configurations d'ailes. Les ailes, vous pouvez les changer de position. Mais le plus intéressant, c'est ça. C'est que vous pliez les ailes ainsi, avec un formidable bruit de cliquet, hein, comme je me plais à les entendre. Et ensuite, vous allongez les bras, vous ouvrez les pieds, et puis vous dépliez ce qui pourrait être justement le rostre d'un moustique. Donc vous tirez dessus pour l'allonger, ensuite vous ouvrez le pied, et là, un autre truc technique vraiment génial et vraiment inventif, c'est que vous abaissez le cockpit avec du cliquet une fois de plus,
Voilà, et ainsi vous obtenez la position de décollage ou d'atterrissage du Neo Sapiens Space Seaframe. Donc ça c'est vraiment très très original, le design général est vraiment bien, le fait que ça soit mobile et modifiable, c'est bien pensé, et puis voilà, personnellement je trouve que il y a vraiment une ressemblance insectoïde, et ça m'évoque vraiment un moustique en train de se poser sur vous pour vous sucer le sang. Voilà, un superbe design de l'Active Battle Damage, et puis une ressemblance, j'allais dire frappante, mais piquante avec les moustiques. N'oubliez pas que les moustiques sont dans les insectes les plus mortels qui est à la surface de cette planète. On ne joue pas avec les moustiques. C'est bien la preuve que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. Voilà, ce 101% est terminé. Le lendemain, j'ai bien eu ma perruque. Kevin a dû réécrire en vitesse avant le tournage une petite vanne pour expliquer mes nouveaux cheveux. Et tout s'est très bien passé. Voilà, moi je vous donne rendez-vous le 22 novembre à Blois. Je serai en dédicace au Festival BD le samedi après-midi. À bientôt. Ciao. Assaisonné